Soyez les bienvenus sur BFM TV. Dans un instant, aucune trace d'Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi disparu il y a plus de 48 heures dans les Alpes de Haute-Provence. Les enquêteurs arrêtent les battus, mais vont mettre sur le terrain un dispositif plus ciblé. On vous détaillera ça, on vous expliquera ça dans 22h max ce soir. Mais avant ça, l'autre grand titre, c'est la canicule qui prend de l'ampleur. 10 départements sont désormais en vigilance orange. Ça concerne, vous allez voir la carte, un large quart sud-est du Var jusqu'à la Côte d'Or du département, 10 départements où il a fait chaud aujourd'hui, où il fera peut-être encore plus chaud demain. On va voir ça avec vous, Christophe Persson. Bonsoir Christophe, merci d'être là. Chef du service météo et climat de BFM TV. Bonsoir Christine Lecomte. Bonsoir. Merci d'être là également, présidente de l'Ordre des architectes. On va voir avec vous comment on peut transformer les villes pour supporter mieux ces périodes de canicule. Bonsoir également à distance à Gauthier Chappuis. Bonsoir à vous. Vous êtes adjoint à la mairie de Lyon, en charge notamment de la végétalisation et de la biodiversité. Je viens à vous dans un instant. Mais d'abord, Christophe, bonsoir. Bilan et perspective. Le bilan de la journée, on a déjà vécu une journée caniculaire. Oui, avec des températures qui ont atteint sur les Bouches-du-Rhône les 40 degrés exactement à Saint-Chamas. Donc dans les Bouches-du-Rhône, qui n'est pas pourtant placé en vigilance orange. On a eu également 39,5 du côté du Gard. On a eu des températures très élevées sur l'ensemble du sud-est, bien souvent 35 à 38 degrés. Et là, progressivement, cet air chaud, il va remonter un petit peu plus au nord. Conséquence, la nuit prochaine, une nuit tropicale sur bon nombre de villes. Nuit tropicale, c'est lorsque la température ne s'abaisse pas en dessous des 20 degrés. Et donc la nuit prochaine, c'est là, c'est maintenant. C'est la nuit prochaine, c'est actuellement. Et d'ailleurs, actuellement, les températures restent très élevées. On est bien souvent encore à plus de 30 degrés sur le sud-est de la France. 22 au lever du jour, donc au moment où il fait le plus frais, au moment où il faut aérer son logement à Lyon. 24 pour Nice, qui est une ville très habituée aux nuits tropicales. On le rappelle, en 2022 à Nice, 104 nuits tropicales au total. 21 degrés pour Marseille, 20 degrés pour Montélimar, 23 pour Toulouse. Mais c'est surtout l'après-midi qui devient irrespirable, avec des températures réellement caniculaires, puisque cet air chaud qui était bien présent sur la Provence remonte le long de la vallée du Rhône pour atteindre Lyon, 39 degrés sous abri encore une fois durant cet après-midi, 40 degrés pour Grenoble, 35 pour Montélimar. Du côté de Dijon, là aussi, ça s'envole, 37 degrés au plus chaud de la journée. Et pour l'Alsace, on aura par exemple à Strasbourg, là aussi, jusqu'à 38 degrés, alors que de l'autre côté, à Brest, 20 degrés. Bon, on verra dans un instant que des orages aussi arrivent. On verra également avec Pauline qu'on n'est pas les seuls concernés, évidemment, en ce moment. Mais d'abord, Gauthier Chappuis, 39 degrés chez vous demain à Lyon. Comment est-ce que vous vous adaptez pour pouvoir supporter justement cette canicule? Bonsoir. Alors effectivement, il fait 39 demain et là au thermomètre ce soir, il fait toujours 30 degrés à Lyon. Il fait effectivement très chaud et c'est notamment dangereux pour les plus fragiles, les enfants ou nos aînés. Donc comment on s'adapte là concrètement dans la période de canicule urgente, c'est prévenir, sensibiliser aux risques liés à la canicule, puis proposer des lieux pour se rafraîchir et enfin garantir un accès à l'eau potable de partout. Donc proposer des lieux pour se rafraîchir, par exemple, c'est ouvrir les parcs plus tard. Là, dès ce soir, le parc de la Tête d'Or, le plus grand parc de Lyon, est ouvert jusqu'à 23h. C'est pareil pour demain. Et on propose une carte interactive sur notre site internet de parcours de fraîcheur où les Lyonnais, les Lyonnaises, les touristes aussi qui visitent la ville peuvent circuler dans Lyon, alors de parc en parc, ou à Lyon on traboule. Donc voilà, c'est des parcours de fraîcheur pour les Lyonnais, les Lyonnaises et les touristes. Trouver le frais, Christine Lecomte, au-delà de ça, de l'urgence, on voit que les villes s'adaptent, commencent à s'adapter. On voit fleurir des ombrières, on voit fleurir des brumisateurs, on repeint les toits en blanc, etc. Est-ce que ça, c'est du gadget ou est-ce que c'est devenu vital ? Non, en fait, c'est pas du gadget, mais il faut savoir combiner les solutions parce qu'elles ne sont pas les mêmes partout. On n'a pas les mêmes besoins partout. Déjà, il faut se dire qu'en ville, on a pas facilement 4 degrés de plus que dans les zones périurbaines, voire rurales, et jusqu'à 12 degrés la nuit. Et à Paris, ça peut être 10 degrés. Mais qu'est-ce qui est le plus efficace dans ces cas-là ? Non, il n'y a pas de plus efficace. La première chose déjà, c'est qu'on a des villes très bitumées. Donc, au niveau urbain, il faut débitumer au maximum. C'est là où effectivement la chaleur se réfléchit et le soleil se réfléchit. Il y a un phénomène qui s'appelle l'albédo et en fait qui concentre en fait les rayons du soleil et fait qu'on a dans les endroits où c'est bitumé beaucoup plus chaud. Donc il faut effectivement débitumer, notamment par exemple les cours d'école, pour apporter de la fraîcheur en mettant de la nature. Mais pas n'importe quelle nature, pas simplement rase, une biodiversité avec des plantes et des pelouses hautes, des arbres aussi. Ce que l'on voit là. Il faut laisser les herbes folles. Il faut laisser un petit peu les herbes folles, si vous voulez. En fait, il y a une notion de biodiversité qui se combine à la canicule et qui fonctionne avec.
Et à Paris, il y avait une étude, je crois, internationale qui montrait que c'était une des villes où il y avait le plus de risques caniculaires, avec Londres, il me semble. Est-ce qu'il y a des solutions spécifiques pour une ville comme Paris en termes de canicule? Alors déjà, Paris met en place le premier plan bioclimatique. C'est vraiment une première. Et dedans, il y a énormément de solutions qui vont être mises en place. Ensuite, on a comment nous, on va se protéger en tant qu'habitants. Et donc là, on a aussi les solutions qui concernent nos habitats à nous. Donc il y a des solutions un peu toutes bêtes. Mais déjà, il faut pouvoir fermer en pleine journée nos logements, ne pas ouvrir. Ça paraît un peu bête comme ça, mais il ne faut absolument pas laisser ouvert une pièce parce qu'en fait, la chaleur pénètre, elle ne ressort pas. Donc, ça veut dire occultation. Il faut des volets. Il y a encore des immeubles où on n'a pas de volets. Volet extérieur. On a encore ce qu'ils appellent des bouilloires énergétiques. C'est Emmaüs qui disait ça. Avec des passoires énergétiques. Oui, en fait, c'est le même exactement. Il faut sous les se protéger toits, du froid l'hiver et se protéger du chaud l'été. Exactement. Sous les toits, orientés sud et pas de volets. Mais on a une nouvelle injonction pour le gouvernement, c'est de ne pas être que sur la rénovation thermique pour l'hiver, justement. Ah oui. Le confort d'été devient une priorité. Nous, c'est les préconisations qu'on a fait. C'est de permettre, notamment dans les aides de l'État, d'accepter qu'on change avec des isolants qui favorisent le confort d'été, parce qu'il y a des isolants qui captent la chaleur et qui la restituent plus lentement, sur les occultations aussi, qu'on puisse permettre aux gens de se payer des volets avec les primes rénov, etc. Et pour l'instant, c'est pas prévu ça? Non, pas encore, sauf dans certains départements comme l'Outre-mer, mais pas encore en métropole. Okay. Et là, il y a un vrai élément, un vrai challenge. Gauthier Chappuis, vous faites tout ça? Vous débitumez chez vous, par exemple? Oui, ce qui était dit sur le plateau là à l'instant, c'est exactement ce que l'on fait à Lyon. Hein. On débitumise, on enlève du béton massivement pour replanter massivement. Alors à la fois des arbres qui vont créer de l'ombrage, mais toutes sortes de végétaux en fait. À la fois des buissons, le retour à la pleine terre en fait est aussi très important. Des buissons, des grands arbres, c'est ça, si vous voulez, qui va recréer cet effet un peu naturel que l'on peut avoir quand on rentre dans un parc ou en pleine nature, dans une forêt, cet effet de fraîcheur finalement qui vient de l'évapotranspiration des végétaux, et c'est exactement ce que l'on fait à Lyon. On enlève du bitume. La personne sur le plateau parlait des cours nature. C'est exactement ce que l'on fait là dans les crèches, dans les écoles. C'est vrai aussi sur l'espace public, c'est vrai aussi sur l'extension des squares, des parcs. Voilà, c'est les arbres, les buissons, le retour à la pleine terre et bien sûr la présence de l'eau. Comment en fait l'eau qui tombe peut s'infiltrer dans cette terre-là, nourrir les végétaux, mais également donner ce côté rafraîchissant, ce côté clim finalement naturel que l'on recherche dans les villes qui ont été très largement bétonnées et où il faut aujourd'hui revenir en arrière. C'est un enjeu de santé publique pour les années qui viennent. Évidemment. Et on va voir avec vous, Pauline Simonet, maintenant que la France n'est évidemment pas le seul pays concerné. Autour de nous et bien au-delà, concerné par ces fortes chaleurs, concerné aussi évidemment par le dérèglement climatique. Oui, effectivement, et la première semaine du mois de juillet a été la semaine la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, selon l'ONU. L'Europe fait face à sa première grosse vague de chaleur de l'été. À Rome, par exemple, les températures ont dépassé largement les 38 degrés, allant jusqu'à 40 degrés. L'Italie a l'habitude des gros coups de chaud l'été, mais le pays fait face à une vague de chaleur précoce avec plusieurs régions qui ont été placées en état d'alerte en raison de ces fortes températures. L'Allemagne aussi a traversé son premier week-end à plus de 38 degrés. C'est le cas à Berlin où, comme dans les autres grandes villes, les fontaines, les jets d'eau sont pris d'assaut. Le gouvernement allemand, d'ailleurs, a lancé une campagne contre les décès dus aux vagues de chaleur qui deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. Madrid également sous la canicule, la capitale espagnole qui est étouffée par un nouvel épisode de chaleur extrême avec des pics qui, là, ont frôlé les 40 degrés. Et puis, ces fortes chaleurs, elles succèdent à de très violents orages en Espagne, puisqu'on parlait de l'Espagne il y a quelques jours. Regardez, des inondations très importantes ont touché la région de Saragosse, entre Madrid et Barcelone. Une crue éclair qui a transformé, regardez, certaines rues en véritables rivières, piégeant certains habitants. Forte chaleur, inondation également aux États-Unis, dans l'État de New York notamment. L'État de New York a été placé en état d'urgence. Aujourd'hui, des torrents d'eau ont débordé des rivières dans la vallée de l'Hudson. De nombreux pans de route ont été emportés par les eaux et il y a au moins une personne qui est décédée.
Et puis d'autres images de crues très impressionnantes en Inde, cette fois des inondations monstres également, dues à des pluies de mousson encore plus intenses que d'ordinaire. Inondations, glissements de terrain qui ont fait là-bas au moins 29 morts dans le nord du pays. Des pluies torrentielles qui ont emporté véhicules, détruit des bâtiments, des ponts. La capitale, New Delhi, est également placée en état d'alerte. Merci beaucoup, Pauline Simonet. Quand on voit tout ça, Christophe Persson, on dit que adapter la ville pour supporter la canicule, c'est évidemment pas suffisant. C'est même pas la moitié du boulot. Il va falloir prendre des décisions pour lutter contre le dérèglement dont on vient de voir les effets là. Bien sûr, et j'ajouterais sur les commentaires de Pauline, la Grèce qui se prépare à la canicule que l'on a actuellement, qui prévoit déjà de passer en vigilance rouge en fin de semaine, vendredi, samedi, puisque là-bas on va avoir des températures extrêmes. Pourtant là-bas, par exemple, on est habitué à avoir des bâtiments sous Ça veut dire blanc. combien température extrême en Grèce? Là-bas, ils attendent quand même des températures à 45 degrés, mais même proche de la mer, c'est-à-dire des températures extrêmes durant cette fin de semaine. Ils ont déjà nommé cette canicule Cléon pour la Grèce. Donc ils se méfient vraiment, même des pays un petit peu plus habitués que nous. Et donc oui, il va falloir s'adapter. Il va falloir il y a deux problèmes avec ce dérèglement, c'est la chaleur l'été et puis le manque d'eau que l'on aura bien souvent, et également les orages beaucoup plus violents, parce que plus il fait chaud, plus les orages ont un potentiel à être violents, et c'est ce que l'on risque de rencontrer déjà dès demain soir. Évidemment, s'adapter, ça ne suffit pas, Madame Lecomte, ça ne suffit pas. Il va falloir aller au-delà. Non, en fait, adapter et atténuer. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la climatisation, ça pourrait paraître être une solution. On n'empêche que la climatisation, aujourd'hui, elle entretient énormément ce phénomène avec les gaz frigorigènes qui sont des gaz à émission d'effet de serre. Donc, il y a vraiment un sujet qui est trouver des solutions les plus de bon sens possible. Et aussi, là, je vous rejoins sur l'aménagement du territoire. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui, avoir une vision d'État sur les endroits où il va falloir peut-être construire moins, soit il va falloir se poser des questions, par exemple, près des côtes. Donc, la question, en fait, du dérèglement climatique et des risques majeurs devient une question de santé publique, une question d'aménagement du territoire, une question de vision démocratique de la manière dont on habite. Mais est-ce qu'il y a eu, par exemple, récemment un plan canicule annoncé par le gouvernement aussi? Est-ce que tout ça est suffisant? Ou est-ce qu'on est, encore une fois, on travaille à court terme uniquement? On travaille beaucoup à court terme. On attend beaucoup de la planification écologique qui est placée auprès de la Première ministre pour nous aider. Qui a été repoussée. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que ce soit exactement une priorité pour Emmanuel Macron et pour ce gouvernement. C'est-à-dire que au-delà de l'affichage, on a traversé quelques semaines de crise. Je sais, mais au-delà de l'affichage qu'il y a eu à la campagne présidentielle, on a le sentiment que c'est vraiment aujourd'hui on subventionne les énergies fossiles et le plan à long terme. C'est vous qui le dites. Ce qu'on dit à l'ordre des architectes, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait cette vision d'aménagement pour la sécurité des populations. Ça devient indispensable. Quand on entend l'adjoint au maire de Lyon dire on plante des arbres, mais pourquoi on n'en a pas planté? Enfin, c'était il y a 15 ans. Il faut 15 ans pour avoir des arbres. J'ai vu là à Paris, ils plantent des petits palmiers là actuellement sur certains carrefours, ce qui est d'ailleurs. Mais ça, c'est Paris-Plage, voilà, j'ai dit. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous emmène, Maxime, là tout de suite. Et on plante des palmiers à Paris, des petits palmiers. Au moins, ça résiste à la chaleur. Non, mais déjà, ça donne une indication sur les arbres qu'on plante aujourd'hui à Paris. Mais surtout, ils sont petits, donc il faut 15 ans pour avoir... C'est pas moi qui vais vous apprendre que la politique, parfois, est court-termiste, alors qu'elle devrait être sur le long terme. C'est vrai qu'effectivement, nous, on est en train de... On pousse pour le long terme. C'est vrai que là, aujourd'hui, on est dans une urgence. On parle quand même de 20 jours de canicule mortelle par an pour 70% de la population en 2100. Mais ça entre en contradiction aussi avec d'autres urgences. Par exemple, l'urgence du logement. Il y a besoin de logement, il n'y a pas assez de logements en ville. On voit que ça a été le cas à Paris aussi. On parle de débitumer, effectivement, et en même temps, il y a besoin de logements. Donc, il y a des constructions qui ont continué. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudra plus mettre les gens en ville, mais changer drastiquement et déplacer les gens vers des banlieues? Contre, ça, c'est effectivement, il y a vraiment un enjeu à rééquilibrer les villes entre métropole et villes moyennes et petites villes. Parce qu'en fait, on se rend compte que même la façon de vivre dans les métropoles questionne par rapport à ces enjeux, on va dire, climatiques. Juste un point quand même, parce que vous dites c'est les politiques qui décident, mais quand même dans les écoles d'architectes, dans les écoles de paysage, d'urbanistes, les projets qui sont sortis ces dernières années, c'est quand même des projets très minéraux. Alors, avec peu de végétation, enfin les places elles sont toutes bitumées. Il n'y a pas que les élus qui décident, il y a aussi les paysagistes, les urbanistes qui font des propositions. Oui, alors je vous invite à regarder plus précisément les concours pour voir comment ça se passe. Mais je vous dirais qu'au XXe siècle, oui, on réfléchissait comme ça. Au XXIe siècle, aller voir dans les écoles, ça a complètement changé. Il y a une vraie prise de conscience et des gens engagés. Bruno a raison, quand on regarde les places qui sont refaites aujourd'hui, les dernières grandes places qui ont été refaites à Paris, pardon pour l'exemple parisien, mais
C'est La très, place de la très, République, très par minéral, exemple, effectivement. si on donne- C'est très Mais minéral. aujourd'hui, on fait un urbanisme pour la voiture, il faudrait revenir à un urbanisme pour Je l'homme. vous emmène dans toutes les communes de banlieue là autour, là, elles sont toutes minérales à fond. Le tour Il y a des pas de places palmier, il y a minérales, pas de petit le tour des palmier. places minérales par Bruno Jeudi. Juste une chose, il faut le dire, le rappeler, donc 10 départements, Christophe Persson, vigilance orange pour demain, et des orages potentiellement violents demain. Très violent même. En fait, il y aura certainement une vigilance à partir de 6 heures demain matin pour ces orages qui arrivent sur des températures très élevées. Alors le risque avec ces orages, c'est d'une part déjà des vents très violents, c'est-à-dire qu'on risque d'atteindre les 120 à 130 km/h en rafale sous ces orages. Donc ce sont vraiment des rafales très importantes, de la grêle, beaucoup de grêle dans ce type d'événement, beaucoup de précipitations. On peut avoir sous ce type d'orage 100-120 mm de précipitations, donc un peu plus de 2 mois de précipitations en 1 heure à 2 heures sur des sols, vous le savez, extrêmement secs. Et la canicule actuelle n'arrange pas les choses. Donc, ça peut créer rapidement des inondations et une forte activité électrique. Donc, vraiment, grande prudence sur le centre-est et le nord-est demain soir et dans la nuit de mardi à mercredi. On va suivre ça, évidemment. Vous serez avec nous demain, Christophe? Je crois bien. Ouais. Ben oui, voilà. On vous réinvite demain. Merci, Christophe. Merci également, Christine Lecomte, d'avoir été avec nous ce soir en direct. On en vient à la disparition du petit Émile. Ça fait maintenant plus de 48 heures